Bonjour les terminales, nous continuons le cours sur les graphes probabilistes. Après cette première partie, nous allons faire la partie B qui est la suite de la partie A du problème sur l'allumeur de réverbère. Sauf que cette partie B va nous faire apparaître une nouvelle notion, la notion d'état stable, et on va surtout voir comment la calculer. Alors commençons sans plus attendre. Petit b, un grand B, étude de la limite de la suite P de n. Alors, on se remet dans les conditions. Donc, vous vous souvenez qu'on avait grand P de n, qui était constitué par petit p de n, 1 moins petit p de n. C'était le vecteur d'état du système. Qu'est-ce qui signifie? Je vous rappelle qu'ici c'est éteint, ici c'est allumé. Ce vecteur d'état, donc c'est une matrice une ligne de colonnes. En premier coefficient, il contient la probabilité que le réverbère soit éteint le jour n. Et en deuxième coefficient, le complémentaire, l'événement complémentaire, c'est-à-dire la probabilité que le réverbère soit allumé au jour n. Donc quand je mets ces deux probabilités, j'ai bien le vecteur d'état du système au jour n. Je sais exactement la probabilité au jour n que le réverbère soit éteint et que le réverbère soit allumé. Bon, alors, nous ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que va devenir Pn. Alors on avait déjà vu, quand on avait calculé P10, on avait trouvé quasiment que c'était 0,505. Je me souviens plus exactement, vous voyez la vidéo, c'était 0,50001. C'était au millième près, voire au 10 millième près. On avait 0,5 et 0,5. Bon, donc il semble bien que ces états se stabilisent vers une probabilité 1,5, 1,5. C'est-à-dire que si le petit prince retourne un jour voir la lumière de réverbère, quand il arrive, il a une chance sur deux que le réverbère soit allumé, une chance sur deux que le réverbère soit éteint. Voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, commençons le problème. Petit 1, on note grand X la matrice AB. Alors donc A et B sont des nombres réels, d'accord. Je ne peux rien dire de spécifiquement. Déterminer A et B tel que la matrice X soit égale à X fois la matrice M. Alors, je vous rappelle que la matrice M, c'est la matrice de transition dont les coefficients étaient les suivants: 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Alors, pourquoi on cherche à résoudre cette équation? Car oui, c'est bien une équation, c'est même une équation matricielle, puisque l'inconnu, là, c'est la matrice, une ligne de colonne AB. On va voir pourquoi on la résout. Dans un premier temps, résolvons-la. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que grand X est égal à grand X fois M? À quoi c'est équivalent? Remplaçons. Grand X est petit a petit b. Donc grand X petit a petit b et grand M, je viens de vous le rappeler, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Alors c'est équivalent à quoi ça? Bon, AB. Et là je vais faire mon produit. Alors c'est une matrice 1, 2 fois une matrice de 2. Je vais donc obtenir une matrice 1, 2. Premier coefficient, A fois 1 quart. Donc A sur 4. Deuxième coefficient, plus 3A, 3B sur 4. Deuxième ligne, A fois 3 quarts, donc 3A sur 4, plus B fois 1 quart, B sur 4. Alors, on a l'égalité entre deux matrices de même taille, ça signifie que les coefficients sont égaux 1 à 1, c'est-à-dire ce coefficient petit a est égal au premier coefficient, c'est-à-dire il est égal à A sur 4 plus 3B sur 4. Et ce coefficient petit b, il est égal à ce coefficient, à savoir 3A sur 4 plus B sur 4. Bon, je vais faire un peu de place. Voilà. Je fais le ménage. Bon.
Eh bien, donc j'ai ça, ben, je continue ici. Alors, ce A là, je vais le balancer à droite. Alors, ici j'ai A sur 4. Quand je soustrais A des deux côtés, j'obtiens 0 ici. Et là, j'obtiens A sur 4 moins A. Plus 3B sur 4 égale à 0. Hein. J'ai changé de sens, on est plus habitué à voir le 0 à droite. Je vais faire pareil pour la seconde équation. Donc j'ai 3A plus 4 sur 4, pardon, plus B sur 4. Et donc le B, je le soustrais des deux côtés, moins B. À quoi c'est égal tout ça? Alors, j'ai les A, j'en ai 1 quart moins 1. 1 quart moins 1, ça fait moins 3 quarts de A, plus 3 quarts de B, égale 0. En bas, j'ai 3 quarts de A, plus 3 quarts de A, plus, alors, B sur 4 moins B, ça fait B sur 4 moins 4 sur 4, ça fait moins 3 quarts. Donc, je me suis exprimé à faire un beau plus là, mais en fait, c'était moins. Donc, égale 0. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Bah, ces deux lignes, elles se ressemblent pas mal quand même. En fait, la différence, c'est qu'il y a un moins ici, un plus là, un plus là, un moins là. Oui, mais elles sont toutes les deux égales à 0. Donc, par exemple, si je multiplie celle-ci par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais obtenir 3 quarts de A moins 3 quarts de B égale 0. C'est-à-dire, je vais obtenir la deuxième ligne. Donc, en fait, cette ligne, ben, elles sont totalement équivalentes. Donc, ce système, au final, il est équivalent à ça. Alors, je vais prendre celle du dessous. Mais on peut continuer. C'est-à-dire, c'est équivalent à 3 quarts de A égale 3 quarts de B. Et si je simplifie par 3 quarts, ça signifie que A est égal à B. Voilà où me mène, voilà où me mène la résolution de cette équation. On ne sait pas encore pourquoi on la résout, hein, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais en tout cas, toujours est-il que si on résout cette équation, on voit que les seuls vecteurs d'état qui vérifient cette équation, eh bien, ce sont des vecteurs formés par deux composantes égales. Alors, maintenant, donc on garde ça, je vais effacer, mais on garde qu'on a démontré ceci. Hein. On garde en mémoire, on a démontré ceci. Alors, deuxièmement, on suppose que la suite Pn converge vers une limite, que nous notons P. Donc on n'en sait rien. Hein. Donc supposons que Pn, ça a une limite. Et cette limite, elle vaut petit p. Voilà. Bon. Alors, là, après, on vous fait admettre que si Pn converge, ça implique que Pn plus 1 converge également vers P. Donc ça c'est quelque chose de vrai en mathématiques. Vous n'avez pas vu cette année, bon, on vous le dit. Donc c'est la même chose que la limite de Pn plus 1. Quand n tend plus infini. Alors je ne vais pas vous le démontrer parce que vous n'avez pas les notions, mais on peut l'admettre. En effet, si la suite Pn tend vers, disons qu'elle tend vers 0,5, bah, la suite Pn plus 1 c'est quoi? C'est juste la suite Pn décalée de 1. Donc si la première tend vers 0,5, bah, la deuxième elle tendra vers 0,5 aussi. De même pour Pn plus 2 ou même Pn moins 1, ça ne change absolument rien. Ensuite, nous dirons que la matrice, alors on dira que ça là, cette matrice là, moins P de n. Donc en fait la matrice Pn là, on dira qu'elle converge si et seulement si chacun de ses composants converge. Hein. Donc on pourra se permettre d'écrire comme des choses comme ça. Alors on n'a pas le droit, ça je vous rappelle c'est une matrice. Les suites de matrices on ne sait pas ce que c'est. Mais la limite de Pn ce sera tout simplement la limite de petit pn et la limite de 1 moins petit pn.
quand n tend vers plus l'infini. Bon. Voilà, maintenant qu'on a pris des précautions d'usage, ah oui, un dernier point, du coup, la limite de grand Pn plus 1, hein, ce sera bien évidemment la même chose que ça, d'après cette formule ici. Alors, ensuite, on vous dit, lorsque n tend vers plus infini, la relation R donne. Alors, c'est quoi la relation R? Oui. Alors, on avait vu, dans la lumière de réverbère, on avait démontré cette relation-là. Vous vous souvenez? On avait démontré que, quel que soit l'état, c'est-à-dire quel que soit le jour où on regarde l'état, Pn, si on multiplie par la matrice de transition, on obtient l'état suivant. Alors, maintenant, je passe à la limite des deux côtés, là. Je passe à la limite des deux côtés, ok, tout va bien, ça j'ai le droit. Ensuite, limite de Pn de n plus 1. Qu'est-ce qu'on a vu, la limite de Pn plus 1? Alors, on a vu que la limite de... Alors, qu'est-ce que c'est Pn plus 1? Je vais écrire là, ici. Grand Pn plus 1, c'est petit Pn plus 1, 1 moins petit Pn plus 1. On a vu que la limite de grand P, c'était la matrice des limites. C'est la limite de petit Pn plus 1. Mais la limite de petit Pn plus 1, c'est petit p. Donc ça, c'est petit p. Et la limite de 1 moins Pn plus 1, c'est la limite de... c'est 1 moins la limite de Pn plus 1, donc c'est 1 moins petit p. Donc la limite de grand Pn plus 1, c'est ça. Alors, elle est égale à cette limite. Alors, cette limite, elle porte sur n. La matrice de transition, m, grand M, vous vous souvenez, 3 quarts, 1 quart, non, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart, elle ne dépend pas de n. Donc vous pouvez faire tendre ce que vous voulez, de toute façon, elle ne va pas être impactée. Donc elle va sortir de la limite, et il va me rester que la limite de P de n. Mais la limite de P de n, c'est quoi? Eh ben c'est la limite de petit p de n et la limite de 1 moins petit p de n. Donc on trouve encore une fois p1 moins p. Et vous commencez à comprendre pourquoi tout à l'heure on a résolu l'équation x égale xm. Vous vous souvenez, on l'avait résolu avec a et b, et on avait trouvé que si un vecteur ab était solution de cette équation, ça impliquait que petit a était égal à petit b. Donc ça, d'après ce qu'on a vu au petit 1, puisque là on a bien exactement cette équation, on a bien un vecteur égal à le même vecteur fois m. Et donc ça implique que ce coefficient est égal à ce coefficient. Ça implique donc que P est égal à 1 moins P. Mais sauf que si j'ajoute P des deux côtés, ça veut dire que 2P égale 1, c'est-à-dire P égale 1,5. Conclusion, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que, à condition que cette suite est une limite, si cette suite est une limite, alors cette limite, c'est 1,5. Je ne suis pas sûr qu'elle existe, cette limite. Une limite, c'est pas forcé d'exister. Mais si la limite existe, elle vaut nécessairement 1,5. Et du coup, j'ai la limite de Pn. La limite de grand Pn, ce sera donc 1,5, 1,5. Tiens, exactement ce qu'on avait repéré avec P10. Vous vous souvenez, on s'approchait de 1,5, 1,5. Là, on l'a démontré. Alors, on l'a démontré pas tout à fait. Il y a quand même ce supposons qui pose un gros problème. C'est que supposons que ça existe, alors ça vaut ça. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit qu'elle existe? Eh bien, ça tombe bien, on va avoir un théorème qui va nous dire donner l'existence de cette limite. Théorème que nous allons voir tout de suite avec le cours numéro 2. Hop, la fiche de cours numéro 2, état stable d'un graphe probabiliste. Alors, déjà, avant d'attaquer avec le théorème 2,
C'est quoi un état stable? Eh bien, un état stable, donc un état, je vous rappelle, c'est un état, c'est une matrice qui, hop, je vais l'écrire. Un état, c'est une certaine matrice. Pn à moins Pn. D'accord? Alors là, pour l'instant, on a vu des états à 2. Mais on aurait très bien pu voir des états avec 3 valeurs. On en fera des exercices avec ça. Il suffirait d'avoir un graphe probabiliste avec 3 sommets, ce qui est tout à fait possible. Hein, ou même 4, 5, 10, voilà. Cette année, on va surtout faire avec 2 sommets. Vous aurez peut-être avec 3 sommets, ça peut arriver. 4 sommets, bah, ça ira pas plus loin. Alors pourquoi ça ira pas plus loin? Parce que vous avez un théorème pour l'ordre 2, qui n'est pas valable pour l'ordre 3. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus spécifiquement de l'ordre 2. Qu'est-ce que c'est un état stable? Un état stable, c'est un état avec une limite. Hein, c'est-à-dire que la limite de Pn égale quelque chose. Donc il va être égal à un truc comme ça, là, P au moins P. Oui, mais d'accord, mais donc si P de n est tel que ça, c'est que c'est un état stable. Mais s'il est comme ça, eh ben, on a démontré que ça prouvait que sa limite, là, elle satisfaisait cette équation. C'est ce qu'on a démontré avant. Et en plus, on a dit que ça impliquait quelque chose. Dans ce cas précis, dans le cas du Petit Prince, hein, avec cette matrice spécifique, ça démontrait que P était égal à 1,5. Ce ne sera pas toujours P égale à 1,5, ça dépendra bien sûr de la matrice de transition. C'est-à-dire ça dépendra du problème. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que un état stable, c'est un état tel que ça. Il a une limite, et c'est un état qui a une limite, tout simplement. D'accord? On dit d'un état qu'il est stable quand sa limite existe, tout simplement. Vous pouvez le noter, on dit qu'un état est stable quand sa limite existe. Et sa limite, elle est solution de cette équation. On peut l'écrire, définition, parce qu'on ne vous le définit pas dans le livre là, la notion d'état stable, enfin, j'ai pas l'impression. Donc vous pouvez le noter dans votre cahier, ça c'est une rare définition que je vous donnerai. On dit qu'un état, sous-entendu un vecteur d'état ou une matrice d'état, est stable lorsqu'il admet une limite, quand n tend vers plus l'infini, et théorème, dans ce cas, une limite, on va l'appeler P, cette limite, grand P, dans ce cas, cette limite, grand P, est solution de cette inéquation. Voilà, ça c'est très important. Alors cette équation, vous avez vu qu'on sait quand même pas mal la résoudre. Hein, tout à l'heure, on l'a résolue avec A et B. Et c'est ce qu'on va faire tout le temps, vous allez voir. Alors revenons maintenant au cours. Il y avait quelque chose quand même qui posait problème, vous vous souvenez? C'est ce fameux, il admet une limite. Oui, parce que s'il admet une limite, vous vous souvenez, on a supposé qu'il admettait une limite et que donc on pouvait trouver que sa limite, le petit p, c'était un demi. Oui, mais comment on est sûr qu'il admet une limite? Eh bien ça, c'est le théorème du cours qui va nous le donner. Le théorème que personnellement j'appelle le théorème de l'état stable. Allons-y, c'est le théorème 2. Alors, ce théorème ne marche que dans un graphe probabiliste d'ordre 2, hélas, dont la matrice de transition ne comporte pas de 0. Ok. Alors, il est tout simple. Il dit qu'un graphe d'ordre 2, l'état Pn converge. C'est-à-dire, cette fameuse difficulté qu'on avait, est-ce que ça converge ou pas? Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Ben oui. Tous les graphes probabilistes d'ordre 2, ils convergent tous. Hein, leurs états convergent tous vers un état stable, à condition qu'il n'y ait pas de 0 dans la matrice. Et de plus, P est l'unique solution de l'équation x égale xm. Ça, c'est pas un résultat de ce théorème. C'est pas très bien fait. Ça, c'est juste un résultat du fait que P est un état stable.
Par contre, il y a quelque chose qui est très important dans ce théorème et que je n'avais pas évoqué encore, c'est que donc, il y a la convergence, mais en plus on vous dit que l'état stable est indépendant de l'état initial. Alors ça c'est nouveau pour vous. Ça veut dire que vous partiez, pour le cas de l'allumeur de réverbère, vous voyez typiquement l'état stable c'est 1,5. Mais vous vous souvenez du P0? Pour l'allumeur de réverbère, on partait avec les réverbères éteints. Donc l'état initial c'était 1, 0. On aurait très bien pu partir de l'état initial 0, 1, c'est-à-dire le réverbère annulé. Eh bien figurez-vous, ça n'aurait absolument pas changé l'état stable. L'état stable aurait toujours été 1,5, 1,5. Tout ce que ça peut changer, l'état initial, c'est le temps qu'il faut pour pouvoir arriver à l'état stable, avec une certaine précision. Parce qu'on ne l'atteint pas forcément l'état stable, mais on s'en rapproche indéfiniment. Hein, c'est exactement ça les limites. Donc on fera des tas d'exemples, vous verrez que P0, on a beau le changer, ça ne change pas l'état stable. Remarque. Alors, si on pose P égale alpha bêta, alors alpha plus bêta égale 1. Oui, alors là c'est une remarque très importante. Tout à l'heure on a fait la démonstration en prenant A et B, mais on n'a rien supposé sur A et B. Or, quand on se place dans un état d'un graphe probabiliste, par définition, alpha et bêta, ce sont des limites des suites qui sont des probabilités. Et ces deux suites sont les probabilités d'événements contraires. Donc leur somme doit être égale à 1. Eh ben, ça passe également à la limite, ça. D'accord? La limite de la somme, c'est la somme des limites. Donc, vous avez aussi ce alpha plus bêta qui vaut 1. Et ça, il ne faut pas oublier de le rajouter, ce sera à vous de le rajouter. L'énoncé vous le dira jamais. Et c'est ça qui va nous permettre de conclure. Et donc, effectivement, sous ces hypothèses, on se ramène toujours à la résolution d'un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Mais résoudre des systèmes, on sait faire, grâce aux matrices. Alors, on va faire cette mise en pratique. Expliquer pourquoi cette matrice est la matrice de transition d'un graphe probabiliste d'ordre 2. Et représenter le graphe associé. Ben oui, la meilleure façon, c'est encore de représenter le graphe. Je recopie la matrice. Alors pourquoi ce serait une matrice de transition? Bon, alors déjà on va noter A et B, les sommets. Et on va faire le graphe associé. Et on va voir si c'est un graphe probabiliste. Alors pour aller de A vers A, on peut avec une chance sur 5. Pour aller de A vers B, on peut avec 4 chances sur 5. Pour aller de B vers A, on peut avec une chance sur 3. Et pour rester sur B, on peut avec 2 chances sur 3. Alors, pour que ce soit un graphe probabiliste, il faut vérifier plusieurs choses. Premièrement, ça doit être un graphe orienté. C'est le cas. Pondéré. C'est le cas. Chaque flèche a un poids. Ce poids, ça doit être pondéré par des probas. C'est-à-dire que tous les nombres, tous les poids doivent être dans 0,1. Hein, bon, c'est le cas. 1 cinquième, 1 tiers, 4 cinquièmes, 2 tiers, tout ça, c'est plus petit que 1. Et c'est positif. Et enfin, il faut que la somme des poids des arêtes qui quittent chacun des sommets fasse 1. Alors, les arêtes qui quittent A, il y a celle-ci. Ok, elle y revient, mais elle en part. Hein, on s'en fiche qu'elle y revienne. Ce qui est important, c'est qu'elle en parte. Et puis, il y a celle-là qui en part. Puis c'est tout. Celle-ci, elle y arrive, mais elle n'en part pas. Celle-ci, elle n'en part pas. Donc, on fait la somme 1 cinquième plus 4 cinquièmes, ça fait bien 1. Ok. Les arêtes qui partent de B, il y a celle-ci, de poids 1 tiers, et celle-ci, de poids 2 tiers. 1 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 1.
Donc on a bien vérifié que la somme des poids des arêtes issus de chaque sommet vaut 1. Alors ça, c'est des révisions de la dernière fois. Hein. Graphe probabiliste, vous aviez un exercice, plusieurs exercices, il fallait vérifier qu'on avait graphe probabiliste. Bon, voilà ce qu'il faut faire. Puisque c'est un graphe probabiliste, ben ça c'est bien la matrice de transition d'un graphe probabiliste. Alors, est-ce qu'on avait besoin de faire le graphe? Est-ce qu'on ne pouvait pas directement, par lecture matricielle, dire que c'était une matrice? Alors, ben regardons toutes les choses à faire. Premièrement, il faut qu'on ait un graphe orienté. Bon, un graphe, c'est pas un problème. Dès qu'on a une matrice, on a un graphe. Hein, dès qu'on a une matrice carrée, on a un graphe, on sait faire. Hein, puisque ça, c'est la probabilité d'aller devant A, etc. Bon, il faut que le graphe soit orienté. En fait, non, il n'a pas besoin d'être orienté. Typiquement, vous voyez pour le Petit Prince, là, on avait, je reprends le Petit Prince, vous allez comprendre pourquoi. On avait un quart, et on avait 3 quarts là, et 3 quarts là. Donc en fait, ce graphe, le graphe du Petit Prince, j'aurais très bien pu l'écrire comme ça. D'accord? Là, il n'y a pas besoin qu'il soit orienté ici, puisque qu'on fasse comme ça ou qu'on fasse comme ça, de toute façon, on reste en A. Enfin, on reste en éteint. Pareil, un quart ici. Et là, qu'on aille dans ce sens ou dans ce sens, de toute façon, c'est 3 chances sur 4 de changer d'état. Donc en fait, ce graphe, on aurait très bien pu, le graphe du Petit Prince, on aurait très bien pu l'écrire comme un graphe non orienté. Et c'était pas grave du tout. D'accord? Donc qu'il soit orienté ou pas, ça n'a aucun intérêt. Puisque quelque part, un graphe non orienté, bah, c'est un graphe qui est orienté dans les deux sens, comme on l'a vu avec le Petit Prince. Donc orienté, c'est un faux problème. Pondéré par des probas. Alors, pondéré par des probas. Là, par contre, c'est pas complètement évident. Pondéré par des probas, qu'est-ce que j'ai dû regarder? J'ai dû regarder le poids de chacune des arêtes. Non, mais le poids de chacune des arêtes dans la matrice, c'est tout simplement les coefficients. Donc, pour qu'une matrice soit une matrice de transition d'un graphe probabiliste, on a vu que le graphe, c'était automatique, orienté, on s'en balance. Ben, il suffit de vérifier que tous les coefficients sont des probas. Bon, ça c'est facile. 1 cinquième, 4 cinquièmes, 2 tiers, 1 tiers, c'est des probas. Enfin, ce sont des nombres entre 0 et 1 terminé. Reste la dernière propriété, la somme des poids des arêtes issues de chaque sommet vaut 1. Alors, vous vous souvenez comment on lit la matrice là? C'est là, la probabilité en partant de A pour arriver à A, c'est 1 cinquième. La probabilité en partant de A pour arriver à B, c'est 4 cinquièmes. Donc ici, là, c'est le départ. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc les arêtes issues du sommet A, ben voilà leur poids. Les voici, les poids des arêtes issues de A, puisque le départ c'est A. Et ici, on aura les arêtes issues de B. D'accord? Si vous avez envie de lire à l'envers, ici on a à l'arrivée. Donc là, on aura les arêtes qui arrivent en A. Vous voyez? Bon, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme des poids des arêtes qui partent de A. Eh bien, 1 cinquième plus 4 cinquièmes, ça fait 1. Donc en fait, finalement, quand on vous donne une matrice, vous n'avez pas besoin de faire le graphe pour voir si c'est la matrice de transition d'un graphe probabiliste. Il suffit de vérifier 1 que tous ces coefficients sont bien dans 0, sont des réels dans 0, 1, et 2 que la somme des lignes vaut 1. C'est quand même sympa. On va l'écrire. Propriété. Donc, je vous laisse l'écrire dans votre cahier. Une matrice carrée est la matrice de transition d'un graphe probabiliste si et seulement si
les deux conditions suivantes sont réunies, si et seulement si, deux points. Premièrement, tous ces coefficients sont des réels de l'intervalle 0 et 1 étant autorisés. 2, la somme de chaque ligne, ou 1, chaque ligne. On ne va pas le vérifier que pour une ligne, pour toutes les lignes. Bon voilà, c'est une propriété sympathique qu'on vient d'illustrer. Donc pour le cas précis de cet exercice, c'était bien une matrice de transition. Et on a représenté son graphe. Alors, ça c'était la question 1 petit a, maintenant petit b. Expliquer pourquoi l'état P de n à l'étape n converge vers un état P. Bon, bah, ça c'est complètement évident. Qu'est-ce que c'est en Pn, c'est l'état de la matrice à l'étape n. Alors là, on ne sait pas, on n'a pas de données temporelles. On ne sait pas si c'est des jours, des minutes, des passages. Bref, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une notion d'étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. D'accord? Parce que la matrice de transition, chaque fois qu'on multiplie l'état initial par elle, on multiplie, chaque fois on change d'étape. Alors, pourquoi elles convergent? Eh bien, on applique le théorème de l'état stable. Le théorème de l'état stable qui nous dit, si j'ai un graphe probabiliste d'ordre 2 dont la matrice de transition ne comporte pas de 0, alors ils convergent. C'est aussi simple que ça. Expliquer pourquoi l'étape P de n à l'étape n converge vers un état P. Ben, on a la réponse. Donc P de n, alors c'est une suite, du coup on va y mettre des parenthèses, converge CV vers un état stable. Car le graphe est probabiliste. On a démontré que c'est un graphe probabiliste. A pour matrice de transition une matrice qui ne contient pas de 0. Sans coefficient nul. Bon, c'est un peu emberlificoté cette phrase. La matrice n'a pas de coefficient nul, donc il y a un état stable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, et maintenant, on nous demande de le calculer, cet état stable. Petit c, posons x, y, tout ça. Petit c, on pose x, y. Maintenant que le théorème de l'état stable nous dit que ce fameux état P, il existe, il faut que je calcule. Alors, il ne nous dit pas que ça, le théorème de l'état stable. Regardez, il nous donne aussi la manière de le calculer. Il nous dit que cet état P, c'est l'unique solution de l'équation x égale x fois m. Donc j'ai qu'à résoudre cette équation. En fait, j'ai qu'à résoudre l'équation P égale Pm. C'est-à-dire xy égale xy fois la matrice M. Ça vous rappelle rien? On vient de le faire. On vient de le faire avec A et B et avec la matrice de transition du Petit Prince. Bon, on va le refaire. Et quand vous l'aurez fait suffisamment de fois, vous aurez compris. Alors, ça va nous donner une matrice ligne à 2 colonnes. Premier coefficient x sur 5, plus deuxième coefficient y sur 3. Deuxième colonne, x fois 4 cinquièmes de x, fois 4 cinquièmes, plus y fois 2 tiers, donc 2 tiers de y. On a deux matrices de même taille égale, ça signifie système que x est égal à x sur 5 plus y sur 3, et que y est égal à 4 cinquièmes de x plus 2 tiers de y. Je continue. Alors, je fais passer le x là, donc je me retrouve avec un égal à 0. Hein, égal à 0 ici, je le mets de l'autre côté, c'est plus joli. Ça me fait x sur 5 moins x. X sur 5 moins x, ça fait
x sur 5 moins 5x sur 5, c'est-à-dire ça me fait moins 4 cinquième de x. Y sur 3, il ne bouge pas, je n'enlève rien à y sur 3. Ligne d'en bas, cette fois 4 cinquièmes de x ne bouge pas. Et là, je soustrais y. J'avais 2 tiers de y, j'enlève 3 tiers de y, j'obtiens moins y sur 3. Et vous remarquez le petit miracle qui se passe à nouveau, c'est que l'équation du dessus, c'est la même que l'équation du dessous. Ben, c'est la même, c'est pas la même, elles sont équivalentes. J'ai qu'à multiplier celle du dessus par moins 1, j'obtiens celle du dessous. Et dans un système, on ne garde pas des équations similaires. Ben, évidemment, puisque ça ne sert à rien, dire 2 fois la même information, ça ne sert à rien, c'est juste répéter. Donc on obtient cette première condition nécessaire et suffisante, c'est que l'état stable, les coordonnées, les coefficients de l'état stable x, y, ils satisfont cette équation. Bon, mais de plus, vous savez que x plus y égale 1. Alors ça, c'est essentiel, vraiment essentiel de s'en souvenir, parce que sinon, on ne s'en sort pas là. Parce que là, on tombe sur une équation avec deux inconnus. Vous savez, quand c'est pas résoudre ça, c'est une équation de droite, si vous préférez. Ah, donc j'ai une infinité de solutions, toutes les droites, tous les points de la droite. Donc il me faut une deuxième équation. Et cette équation-là, elle est toujours vraie. Puisque quel que soit l'état que je considère, comme je suis toujours dans des graphes probabilistes, j'ai toujours la somme des coefficients, puisque c'est la somme des probas, qui vaut 1. Je me retrouve donc maintenant à résoudre ce système-là. X plus y égale 1, 4 cinquièmes de x moins y sur 3 égale 0. Et c'est ce qu'on nous montrait en demandant petit c, montrer que le couple x, y est l'unique solution du système. Maintenant, il s'agit de résoudre ce système. Alors, on a deux manières de faire. Hop. Premièrement, à la main. Allez, à la main. C'est parti, je prends ce système et je résous. Alors, je le recopie. X plus y égale 1. 4 cinquièmes de x moins y sur 3. Ou si vous préférez, moins 1 tiers de y égale 0. Bon, du coup, je peux faire un peu mon ménage là. Un peu maniaque, hein. Alors, bien. Et qui voit. Alors, le plus simple c'est encore de faire par substitution. C'est-à-dire on exprime par exemple x en fonction de y. Vous voyez là, on sait que x plus y égale 1. Donc on peut dire que x c'est 1 moins y. Hein, je soustrais y des deux côtés là. Bon, ensuite, maintenant que je sais que x c'est 1 moins y, je vais substituer sa valeur dans l'équation du dessous. Oui, parce que ce x et ce x, ce sont les mêmes. Ce y et ce y, ce sont les mêmes. Donc j'ai bien le droit. Alors regardez, je vais le mettre en rouge. Donc, dans mon 4 cinquième de x là, attention, ça c'est un fois, c'est pas un x. Je vais remplacer x par sa valeur. Alors sa valeur c'est 1 moins y. Donc je remplace ce x par 1 moins y. Je ne mets pas les parenthèses, bien sûr, puisque c'est le x qui est remplacé par tout ça. Moins 1 tiers de y, puis là j'ai plus rien à substituer, x est déjà fait. Alors ça vaut quoi ça? Je continue ici. Première ligne, j'y touche plus. Comme ça, une fois que je retrouve y, je trouverai x. Alors maintenant je remplace. Qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait 4 cinquièmes. 4 cinquièmes de y moins 1 tiers de y égale 0. Alors, ça va faire des moins là. Voyons, 4 cinquièmes de y. Alors ça, je peux le faire à côté. En fait, ici, j'ai ce moins et ce moins. Ok, je le mets en facteur. Ce y, je le mets en facteur. Donc, je me retrouve à faire 4 cinquièmes plus 1 tiers. 4 cinquièmes plus 1 tiers. Alors, le dénominateur commun, c'est 15. Donc là, je fais x3, ça fait 12. Là, je fais x5, ça fait 5. Sur 15, ça
fait 17 quinzièmes. Mhm. Alors, je vous rappelle que ça, j'avais moins y devant, donc ça me fait moins 17 quinzièmes y. Ouais. Ce qui me fait 4 cinquièmes moins 17 cinquièmes y. Eh ben, je l'écris. Dernière étape. Que vaut y? Ben là, pardon, j'ai oublié mon égal à 0, hein, pardon. Hop, celui-ci. Et ben là, c'est tout bête. Ça me fait y égale 4 cinquièmes divisé par 17 quinzièmes. 4 cinquièmes divisé par 17 quinzièmes. Ce qui fera quoi? 4 cinquièmes divisé par 17 quinzièmes. Ah, j'ai besoin d'un peu de brouillon au moins. Alors, c'est 4 cinquièmes multiplié par l'inverse, c'est-à-dire par 15 dix-septièmes. Le 15 et le 5 qui se simplifient, il reste 3, ça fait 12 dix-septièmes. Du coup, le x, il vaut quoi? Bah, x, c'est toujours au moins y. Vous voyez l'intérêt d'avoir traîné cette égalité? C'est un peu lourd, mais du coup, on sait que x, c'est 1 moins y. Donc, puisque y, c'est 12 dix-septièmes, et bien x, c'est 5 dix-septièmes. Le complément de 12 à 17. Voilà, on a démontré. Donc, on savait déjà que Pn convergeait, et donc on sait maintenant que la limite de Pn, quand n tend à plus infini, c'est... Alors, ceux qui ont dit 17 cinquièmes, 5 dix-septièmes se trompent. N'oubliez pas, Pn, c'est un état. C'est un état. Alors, un état, ça comporte, c'est une matrice. En l'occurrence, une matrice, une ligne de colonne. Donc ici, je vais obtenir x, ici, je vais obtenir y. Voilà l'état stable. C'est lui. Notre système, il va converger vers ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous savez que je vous ai fait le graphe et je vous ai mis un état A, un état B. Je ne sais pas ce qui représente un réverbère, peu importe quel est le problème. Ce qui est sûr, c'est que au bout d'un certain temps, les probabilités vont se stabiliser sur 5 dix-septièmes, 5 chances sur 17 d'être en A et 12 chances sur 17 d'être en B. C'est ça que ça signifie. Passons au petit 2. On considère le graphe ci-dessous. 3 quarts, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, bon, je remets, mais vous l'avez normalement. On considère ce graphe, donc encore un graphe d'ordre 2. Orienté. Alors, vérifiez que c'est un graphe probabiliste, je ne vais pas l'écrire, franchement, c'est super facile. C'est un graphe probabiliste, puisque 1, il est pondéré, 2, 3 quarts, 3 cinquièmes, 2 cinquièmes, 1 quart, ce sont des probas, ce sont des réels dans 0, 1. 3, on fait les flèches qui partent de A. Il y a 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 1. Qui partent de B, 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Donc c'est bien un graphe. C'est bien un graphe probabiliste. Sa matrice M. Alors allons-y, en numérotant 1 et 2. Voilà. Encore une fois, je ne vais surtout pas numéroter 1 et 2, je vais les appeler A et B. Mais par contre, c'est clair que le sommet A, je mettrai en premier et le sommet B en second. Alors allons-y pour la matrice. Donc la matrice de transition. Donc si je pars AB, AB, alors partir de A pour arriver en A, on me dit c'est 3 cinquièmes. Partir de A pour arriver en B, on me dit c'est 2 cinquièmes. Je vérifie bien, 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, ça fait 1. Partir de B pour aller en A, 3 quarts. Et 1 quart pour partir de B et aller en B. Je vérifie bien que 3 quarts plus 1 quart, ça fait 1. Bon, c'est bon. Ça, c'était la question petit 1. Petit 2. On note P d'un état probabiliste, expliquer pourquoi ils convergent, trouver, bon, c'est exactement la même question. Alors, grand thème et la matrice de transition d'un graphe probabiliste. Et elle ne contient aucun zéro.
effectivement, aucun des quatre coefficients est nul. Donc, d'après le théorème de l'état stable, P de n converge vers P. Et on sait en plus que P satisfait l'équation et P satisfait l'équation x égale xm. Bon, et on sait quelque chose de plus que j'ai pas écrit là parce qu'on n'en avait pas besoin, c'est que cette convergence P ne dépend pas de l'état initial. Bon, allez, retrouver P. Donc P, P il est solution de cette équation. Bon, ben, vous posez P xy, d'accord? C'est toujours pareil. Et vous multipliez par la matrice, et puis ben, voilà, vous résolvez le système. Alors, la matrice, zut, je l'ai effacée. Alors, c'était 3 cinquièmes, 2 cinquièmes. Après, pour aller en A, je leur fais 3 quarts, 1 quart. Voilà. Bon, bah, on développe, hein. Troisième fois qu'on le fait. Alors, les x, j'en ai 3 cinquièmes de x, plus 3 quarts de y. Premier coefficient. Deuxième coefficient, x fois 2 cinquièmes, ça fait 2 cinquièmes de x. Plus y fois 1 quart, ça fait 1 quart de y. Équivaut à x égale 3 cinquièmes de x plus 3 quarts de y. Cet x, ce premier coefficient est égal à ce premier coefficient. Ce deuxième coefficient, y, est égal à ce deuxième coefficient. 2 cinquièmes de x plus 1 quart de y. Équivaut à, je fais passer tout le monde, je soustrais x là, ça me fait 3 cinquièmes de x moins x, ça fait moins 2 cinquièmes de x. Plus 3 quarts de y égale 0. Ici, ça fait quoi? 2 cinquièmes de x, 1 quart moins y, 1 quart de y moins y, moins 3 quarts de y. Équivaut à, bon, c'est les deux mêmes équations, on commence à comprendre que c'est toujours pareil. Bon, alors ça, ce sera systématique, hein. D'accord? Toujours, que ce soit dans les états, dans les graphes probabilistes, dès que vous allez calculer l'état stable, toujours, vous allez trouver deux équations équivalentes, et donc il y en a une qui dégage. Donc il ne vous reste plus que celle-là. C'est systématique. Alors si vous voulez savoir pourquoi, vous avez la démonstration dans le livre. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est page 336. Cette démonstration étant bien sûr pas du tout nécessaire. Bon, alors là on est bloqué parce qu'on a deux inconnus, une seule équation. Alors c'est le moment ou jamais de dire que P est un état donc c'est un état probabiliste, hein, donc x plus y égale 1. Du coup, il faut résoudre le système x plus y égale 1, 2 cinquièmes de x moins 3 quarts de y égale 0. Bon, le coup d'avant, je vous l'ai fait à la main. Là, on va le faire à la machine, ce qui me permettra de vous rappeler comment on résout les systèmes linéaires matriciellement. Alors, peut-être avant la machine, oui, justement, on va peut-être l'écrire matriciellement. Matriciellement, ça signifie quoi? Alors, vous avez la matrice fois la matrice des inconnus. La matrice des inconnus, c'est xy, qui est égale à la matrice du second membre, qui est 1 et 0. Alors ici, le coefficient de x, c'est 1, le coefficient de y, c'est 1, le coefficient de x, c'est 2 cinquièmes, le coefficient de y, c'est moins 3 quarts. Donc je vais poser ma matrice A à ça, ma matrice B, ça. Et du coup, je sais que la matrice xy, ça va être égal à l'inverse de A fois B. Allons-y. Alors, dans les matrices, j'ai déjà une matrice de 2 que je vais réutiliser. C'est la matrice du petit prince de la dernière fois. Hein, bah, ouais.
désolé, je vais tout modifier. Alors, 1, 1, 2 cinquièmes, hop, moins 3 quarts. Attention, quand on veut mettre un moins dans un coefficient, c'est ce moins-là qu'il convient d'utiliser. De toute façon, si vous utilisez l'autre, il ne sera pas content. Bah tiens, de toute façon, ça va vous arriver. Voilà ce qui se passe. Pas content. Tout de suite. Hein. Je n'attends même pas la suite. Hein. Donc, moins 3 quarts. Donc, voilà. 1, 2 cinquièmes, moins 3 quarts. C'est bien ce qu'on voulait. Maintenant, la matrice B. Alors, éditant la matrice B. Donc là, la matrice B, c'était une 1, 2. Moi, je veux pas une 1, 2, là, vous voyez, je veux une 2, 1. Bon, bah, je change. Voilà. Et donc, je mets un 0. Ah, bah, ça, c'est bon, c'est déjà bien. Je vais quitter. Et bah, allez, A-1. Alors, matrice A. Exposant moins 1. Alors, exposant moins 1, vous l'avez où? Exposant, il est là. Fois la matrice B. Matrice B. Tac. Entrée. Alors, on va faire un rat, là. Un frac, pardon. Vous vous souvenez, maths, première option, la petite flèche. Mets-moi ça sous forme fractionnaire. Hop. Et boum. Alors, 15 23e, 8 23e. Conclusion. L'état vers lequel l'un converge, bah, c'est l'état 15 23e. Alors, au final, l'état vers lequel elle converge, P, attention, hein, faut pas dire que c'est celui-là. Hein. Ça, c'est un vecteur colonne. Les vecteurs d'état, ce sont des vecteurs lignes. Voilà, voilà vers quoi elle converge. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, dans ce problème, il y a 15 chances sur 23 qu'on soit dans l'état A et 8 chances sur 23 qu'on soit dans l'état B. Et je ne sais pas ce que font ces états et je m'en cogne. C'est comme ça. Bon, ben on a fini la mise en pratique. On commençait à voir un petit peu et on a fini le cours en fait. C'est ça qui est formidable, c'est que voilà, le cours est terminé. C'est tout ce qu'il y a à savoir dans ce chapitre. Mais vous vous doutez bien que ça va falloir le faire travailler. Hein. Mais finalement, vous avez vraiment que deux théorèmes. Hein. Hein, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a ce théorème-là, qui sont issus de géométrique, quoi. Ce théorème d'existence de l'état stable pour les matrices d'ordre 2. Et puis voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer au problème 2.